Salut YouTube, aujourd'hui on continue la lecture de l'œuvre d'Émile Zola et on attaque le chapitre 8. C'est parti. Enfin, Christine donna un dernier coup de plumeau et ils furent installés. Cet atelier de la rue de Douai, petit et incommode, était accompagné seulement d'une étroite chambre et d'une cuisine grande comme une armoire. Il fallait manger dans l'atelier. Le ménage y vivait, avec l'enfant toujours en travers des jambes. Et elle avait eu bien du mal à tirer parti de leurs 4 meubles, car elle voulait éviter la dépense. Pourtant, elle dut acheter un vieux lit d'occasion. Elle céda même au besoin luxueux d'avoir des rideaux de mousseline blanche à 7 sous le mètre. Dès lors, ce trou lui parut charmant. Elle se mit à le tenir sur un pied de propreté bourgeoise, ayant résolu de faire tout en personne et de se passer de servante, pour ne pas trop charger leur vie, qui allait être difficile. Claude vécut ses premiers mois dans une excitation croissante. Les courses au milieu des rues tumultueuses, les visites chez les camarades enfiévrés de discussions, toutes les colères, toutes les idées chaudes qu'il rapportait ainsi du dehors, le faisaient se passionner à voix haute, jusque dans son sommeil. Paris l'avait repris au moelle, violemment, et en pleine flambée de cette fournaise, c'était une seconde jeunesse, un enthousiasme et une ambition à désirer tout voir, tout faire, tout conquérir. Jamais il ne s'était senti une telle rage de travail, ni un tel espoir, comme s'il lui avait suffi d'étendre la main pour créer les chefs-d'œuvre qui le mettraient à son rang au premier. Quand il traversait Paris, il découvrait des tableaux partout. La ville entière, avec ses rues, ses carrefours, ses ponts, ses horizons vivants, se déroulait en fresques immenses, qu'il jugeait toujours trop petites, pris de l'ivresse des besognes colossales. Et il rentrait frémissant, le crâne bouillonnant de projets, jetant des croquis sur des bouts de papier, le soir, à la lampe, sans pouvoir décider par où il entamerait la série des grandes pages qu'il rêvait. Un obstacle sérieux lui vint de la petitesse de son atelier. S'il avait eu seulement l'ancien comble du quai de Bourbon, ou bien même la vaste salle à manger de Bennecourt, mais que faire dans cette pièce sans longueur? Un couloir que le propriétaire avait l'effronterie de louer 400 francs à des peintres après l'avoir couvert d'un vitrage. Et le pis était que ce vitrage, tourné au nord, resserré entre 2 murailles hautes, ne laissait tomber qu'une lumière verdâtre de cave. Il dut donc remettre à plus tard ses grandes ambitions. Il résolut de s'attaquer d'abord à des toiles moyennes, en se disant que la dimension des œuvres ne fait point le génie. Là, par rapport à la lumière, encore une fois, on est à Paris, seconde moitié du 19e siècle, donc plus dans les années 1870, et la question de la lumière, parce qu'on n'a pas beaucoup de lumière artificielle dans les demeures, c'est très compliqué la question de l'éclairage encore à ce moment-là. Donc quand tu es un peintre, la lumière c'est hyper important pour toujours une question de rendu. C'est-à-dire que si tu bosses sur un dessin, un projet, que tu es quasiment dans le noir, et après lorsque tu l'exposes, avec la lumière naturelle ça fait dégueulasse, c'est très compliqué pour eux après. Donc la lumière, c'est très important. La lumière idéale étant la lumière zénitale, celle qui vient par le dessus parce qu'elle inonde la pièce d'une certaine lumière. Mais après, c'est pour ça que souvent dans les ateliers de peintre, tu as des grandes baies vitrées parce qu'il y a un besoin de lumière naturelle très, très conséquent. Et là, c'est marrant parce que du coup, le loueur, il en profite grave en fait. Il sait très bien que les peintres ont besoin de ça, donc il a installé rapidement des verrières, mais visiblement la lumière n'est pas terrible. Et la question de la dimension des œuvres. Là, on voit il a des ambitions d'œuvres colossales, il a envie de faire des très très grandes œuvres. Il y a vraiment derrière cette dimension de... Le chef-d'œuvre, c'est une grosse toile. Voilà, il y a vraiment cette dimension-là. Alors que les petites œuvres sur des petits formats, on se dit qu'on passera à côté, qu'on ne les verra pas. Donc c'est aussi pour ça qu'on se dit que il faut faire du grand, quoi. Donc c'est pour ça qu'à la fin, il dit ok, la dimension des œuvres fait pas le génie.
C'est assez marrant comme... Là, c'est la rêve, c'est pas la taille qui compte, tu vois. C'est marrant, quoi, ce côté d'avoir envie, bah, et ben en fait, bon, bah, on va faire du petit, hein, parce que j'ai pas la place et j'ai pas les moyens non plus. Enfin, bref. Titre, bah, by the way. Le moment lui paraissait si bon pour le succès d'un artiste brave, qui apporterait enfin une note d'originalité et de franchise dans la débâcle des vieilles écoles. Déjà, les formules de la veille se trouvaient ébranlées. Delacroix était mort sans élève. Courbet avait à peine derrière lui quelques imitateurs maladroits. Leurs chefs-d'œuvre n'allaient plus être que des morceaux de musée, noircis par l'âge, simple témoignage de l'art d'une époque. Et il semblait aisé de prévoir la formule nouvelle qui se dégagerait dès l'heure, cette poussée du grand soleil, cette aube limpide qui se levait dans les récents tableaux, sous l'influence commençante de l'école du plein air. C'était indéniable. Les œuvres blondes dont on avait tant ri au Salon des Refusés travaillaient sourdement bien des peintres, éclaircissaient peu à peu toutes les palettes. Personne n'en convenait encore, mais le branle était donné. Une évolution se déclarait, qui devenait de plus en plus sensible à chaque salon. Et quel coup si, au milieu de ces copies inconscientes des impuissants, de ces tentatives peureuses et sournoises des habiles, un maître se révélait, réalisant la formule avec l'audace de la force, sans ménagement, telle qu'il fallait la planter, solide et entière, pour qu'elle fût la vérité de cette fin de siècle. Dans cette première heure de passion et d'espoir, Claude, si ravagé par le doute d'habitude, crut en son génie. Il n'avait plus de ces crises dont l'angoisse le lançait pendant des jours sur le pavé, en quête de son courage perdu. Une fièvre le raidissait. Il travaillait avec l'obstination aveugle de l'artiste qui s'ouvre la chair pour en tirer le fruit dont il est tourmenté. Son long repos à la campagne lui avait donné une fraîcheur de vision singulière, une joie ravie d'exécution. Il lui semblait renaître à son métier dans une facilité et un équilibre qu'il n'avait jamais eus. Et c'était aussi une certitude de progrès, un profond contentement devant des morceaux réussis, où aboutissaient enfin d'anciens efforts stériles. Comme il le disait à Bencourt, il tenait son plein air, cette peinture d'une gaieté de ton chantante qui étonnait les camarades quand ils le venaient voir. Tous admiraient, convaincus qu'il n'aurait qu'à se produire pour prendre sa place, très haut, avec des œuvres d'une notation si personnelle, où pour la première fois la nature baignait dans de la vraie lumière, sous le jeu des reflets et la continuelle décomposition des couleurs. Et durant 3 années, Claude lutta sans faiblir, fouetté par les échecs, n'abandonnant rien de ses idées, marchant droit devant lui, avec la rudesse de la foi. D'abord, la première année, il alla, pendant les neiges de décembre, se planter 4 heures chaque jour derrière la butte Montmartre, à l'angle d'un terrain vague, d'où il peignait un fond de misère, des masures basses dominées par des cheminées d'usine, et au premier plan, il avait mis dans la neige une fillette et un voyou en loques qui dévoraient des pommes volées. Son obstination à peindre sur nature compliquait terriblement son travail, l'embarrassait de difficultés presque insurmontables. Pourtant, il termina cette toile dehors. Il ne se permit à son atelier qu'un nettoyage. L'œuvre, quand elle fut posée sous la clarté morte du vitrage, l'étonna lui-même par sa brutalité. C'était comme une porte ouverte sur la rue. La neige aveuglait, les 2 figures se détachaient, lamentables, d'un gris boueux. Tout de suite, il sentit qu'un pareil tableau ne serait pas reçu. Mais il n'essaya point de l'adoucir. Il l'envoya quand même au salon. Après avoir juré qu'il ne tenterait jamais plus d'exposer, il établissait maintenant en principe qu'on devait toujours présenter quelque chose au jury, uniquement pour le mettre dans son tort, et il reconnaissait du reste l'utilité du salon, le seul terrain de bataille où un artiste pouvait se révéler d'un coup. Le jury refusa le tableau. Merci, Caronix.
Bonjour, comment vas-tu, comment va le chat? Bah ça va bien, on est en train de lire le chapitre 8 de l'œuvre de Zola. Donc vous vous souvenez, hein, le salon officiel qui se tient en fonction des années, donc globalement il se tient dans le salon carré du musée du Louvre. C'est un moment très important dans la vie d'un artiste où lorsqu'il est accepté, ça peut lui générer plein de commandes, ça peut générer un certain succès. La seconde année, il chercha une opposition. Il choisit un bout du square des Batignolles en mai, de gros marronniers jetant leur ombre, une fuite de pelouse, des maisons à 6 étages au fond, tandis qu'au premier plan, sur un banc d'un verre cru, s'alignaient des bonnes et des petits bourgeois du quartier, regardant 3 gamines en train de faire des pâtés de sable. Il lui avait fallu de l'héroïsme, la permission obtenue pour mener à bien son travail, au milieu de la foule goguenarde. Enfin, il s'était décidé à venir, dès 5 heures du matin, peindre les fonds, et, réservant les figures, il avait dû se résoudre à n'en prendre que des croquis, puis à finir dans l'atelier. Cette fois, le tableau lui parut moins rude. La facture avait un peu de l'adoucissement morne qui tombait du vitrage. Il le crut reçu. Tous les amis crièrent au chef-d'œuvre, répandirent le bruit que le salon allait en être révolutionné. Et ce fut de la stupeur, de l'indignation, lorsqu'une rumeur annonça un nouveau refus du jury. Le parti pris n'était plus niable. Il s'agissait de l'étranglement systématique d'un artiste original. Le seul classique que j'ai dû lire pour un cours de littérature, c'est un des romans de Dumas. En plus Dumas, je trouve que c'est pas le plus fun. Salut Crastet, comment tu vas? Et après dans le salon, il y a aussi ce côté, on va être honnête, il y a des artistes, on les a catalogués, on les a repérés, ils sont jamais exposés parce que ce serait reconnaître que ce style, enfin le style notamment de Claude, est un style novateur. Il y en a ici qui peuvent pas en fait. Ça va, et par ici ça va. Bon, ça va bien. Alors je l'ai pas lu en entier, j'ai regardé le film avec Depardieu et j'ai eu 10 sur 20. Non mais voilà, parfois, bon. Oui, des fois quand t'as d'excellentes interprétations comme ça de films, bon. Après, c'est juste que le livre peut apporter des choses évidemment bien plus complémentaires, c'est logique. Mais parfois, tu as de très bonnes interprétations, quoi. Puis il y a des auteurs, je suis désolée, les auteurs, ils sont chiants. C'est pas possible, quoi. Faudrait plus les étudier, quoi. Enfin, si mon prof voyait ce que je chronique maintenant. Tu chroniques quoi? La fin de Sherlock n'a pas été trop cauchemardesque. On a au bout d'une heure de jeu, on a dû arrêter parce que le son recoupait. Donc j'ai envoyé un message à GOG, voir si mais le peu que j'ai vu, c'est pas un problème connu, mais j'ai pas encore cherché en anglais. Donc je pense qu'il faut que je cherche en anglais des éléments de réponse par rapport au jeu, quoi. Pourquoi il crache au niveau du son comme ça au bout d'une heure. Donc bon. Voilà, donc en gros on n'a pas arrêté, on a arrêté pas trop longtemps après. SF militaire, uchronie, érotisme, fantasy, thriller, BD, comics. Après ça dépend, tu sais, il y a des profs qui sont... après tout dépend des profs, mais t'as des profs qui sont très ouverts sur d'autres types de littérature. C'est juste que malheureusement il y a un programme, quoi. Et il n'y a pas énormément de possibilités de faire autre chose. Avec toujours ce problème, ma question était plus au niveau des énigmes. Moi, à part l'énigme avec la malle, les batailles de la guerre de sécession, là, sincèrement, j'ai regardé la source parce que pour moi, non, c'est pas possible. Le reste, non, ça a été le reste. Enfin, le peu qu'on a avancé, ça a été. Parce que finalement, on a fini pas trop longtemps après, quoi. J'aime la littérature et lui aime lire ses ratures. Que veux-tu? Les goûts sont dans la nature pour faire le jeu de rime.
Je crois que les 2 seuls livres que j'ai dévorés et adorés en cours sont L'Alchimiste de Paulo Coelho et Cyrano de Bergerac. Bergerac, mais Sabine. Bergerac. Et j'ai jamais lu Cyrano de Bergerac, faut absolument que je le lise. Faut absolument que je le lise, ouais. Enfin, pour l'instant, je suis en plein SF militaire. D'accord. Et du coup, tu écris, ou tu fais des chroniques littéraires par rapport à des œuvres. Enfin, en gros, c'est quoi tes chroniques, ça correspond à quoi, en fait? Ouais, comme ça, pendant ce temps, je continue. Alors, voilà. Lui, après le premier emportement, tourna sa colère contre son tableau, qu'il déclarait menteur, déshonnête, exécrable. C'était une leçon méritée dont il se souviendrait. Est-ce qu'il aurait dû retomber dans ce jour de cave de l'atelier? Est-ce qu'il retournerait à la sale cuisine bourgeoise des bonshommes faits de chic? Quand la toile lui revint, il prit un couteau et la fendit. Aussi, la 3e année, s'enragea-t-il sur une œuvre de révolte. Il voulut le plein soleil, ce soleil de Paris qui, certains jours, chauffe à blanc le pavé dans la réverbération éblouissante des façades. Nulle part, il ne fait plus chaud. Les gens des pays brûlés s'épongent eux-mêmes, on dirait une terre d'Afrique, sous la pluie lourde d'un ciel en feu. Le sujet qu'il traita fut un coin de la place du Carrousel, à 1h, lorsque l'astre tape d'aplomb. Un fiacre cahotait, au cocher somnolent, au cheval en eau, la tête basse, vague dans les vibrations de la chaleur. Des passants semblaient ivres, pendant que, seule, une jeune femme, rose et gaillarde sous son ombrelle, marchait à l'aise d'un pas de reine, comme dans l'élément de flamme où elle devait vivre. Mais ce qui surtout rendait ce tableau terrible, c'était l'étude nouvelle de la lumière, cette décomposition d'une observation très exacte et qui contrecarrait toutes les habitudes de l'œil, en accentuant des bleus, des jaunes, des rouges, où personne n'était accoutumé d'en voir. Les Tuileries, au fond, s'évanouissaient en nuées d'or. Les pavés saignaient. Les passants n'étaient plus que des indications, des taches sombres mangées par la clarté trop vive. Cette fois, les camarades, tout en s'exclamant encore, restèrent gênés, saisis d'une même inquiétude. Le martyr était au bout d'une peinture pareille. Lui, sous leurs éloges, comprit très bien la rupture qui s'opérait. Et quand le jury de nouveau lui eut fermé le salon, il s'écria douloureusement dans une minute de lucidité. « Allons, c'est entendu, j'en crèverai. » Peut-être qu'il va pas bien. J'écris des fanfictions aussi, j'écris mes chroniques sur les romans que j'achète et que je reçois via partenariat. Ah, c'est cool. C'est cool. Et du coup, tu fais des chroniques via... Bon, c'est que de l'écrit ou tu fais aussi des... des chroniques via Twitch ou autre. Enfin, est-ce que tu streams, en gros, c'est ça la question? Putain, qu'est-ce qui se fait? Bordel, mes cheveux. Peu à peu, si la bravoure de son obstination paraissait grandir, il retombait pourtant à ses doutes d'autrefois, ravagés par la lutte qu'il soutenait contre la nature. Toute toile qui revenait lui semblait mauvaise, incomplète surtout, ne réalisant pas l'effort tenté. C'était cette impuissance qui l'exaspérait, plus encore que les refus du jury. Sans doute, il ne pardonnait pas à ce dernier. Ses œuvres, même embryonnaires, valaient 100 fois les médiocrités reçues. Mais quelle souffrance de ne jamais se donner entier dans le chef-d'œuvre dont il ne pouvait accoucher son génie. Il y avait toujours des morceaux superbes, il était content de celui-ci, de celui-là, de cet autre. Alors pourquoi de brusques trous? Pourquoi des parties indignes, inaperçues pendant le travail, tuant le tableau ensuite d'une tare ineffaçable? Et il se sentait incapable de correction. Un mur se dressait à un moment, un obstacle infranchissable, au-delà duquel il lui était défendu d'aller. S'il reprenait 20 fois le morceau, 20 fois il aggravait le mal, tout en se brouillant et tout glissait au gâchis. Il s'énervait, ne voyait plus, n'exécutait plus, en arrivait à une véritable paralysie de sa volonté.
Étaient-ce donc ses yeux, étaient-ce ses mains qui cessaient de lui appartenir dans le progrès des lésions anciennes qui l'avaient inquiété déjà? Les crises se multipliaient. Il recommençait à vivre des semaines abominables, se dévorant, éternellement secoué de l'incertitude à l'espérance. Et l'unique soutien, pendant ces heures mauvaises passées à s'acharner sur l'œuvre rebelle, c'était le rêve consolateur de l'œuvre future, celle où il se satisferait enfin, où ses mains se déliraient pour la création. Par un phénomène constant, son besoin de créer allait ainsi plus vite que ses doigts. Il ne travaillait jamais à une toile sans concevoir la toile suivante. Une seule hâte lui restait, se débarrasser du travail en train dont il agonisait. Sans doute, ça ne vaudrait rien encore. Il en était aux concessions fatales, aux tricheries, à tout ce qu'un artiste doit abandonner de sa conscience. Mais ce qu'il ferait ensuite, ce qu'il ferait, il le voyait superbe et héroïque, inattaquable, indestructible. Perpétuel mirage qui fouette le courage des damnés de l'art, mensonge de tendresse et de pitié sans lequel la production serait impossible, pour tous ceux qui se meurent de ne pouvoir faire de la vie. Et en dehors de cette lutte sans cesse renaissante avec lui-même, les difficultés matérielles s'accumulaient. N'était-ce donc point assez de ne pas arriver à sortir ce qu'on avait dans le ventre? Il fallait en outre se battre contre les choses. Bien qu'il refusât de le confesser, la peinture sur nature, au plein air, devenait impossible, dès que la toile dépassait certaines dimensions. Comment s'installer dans les rues, au milieu des foules? Comment obtenir pour chaque personnage les heures de pause suffisantes? Cela, évidemment, n'admettait que certains sujets déterminés. Des paysages, des coins restreints de ville, où les figures ne sont que des silhouettes faites après coup. Puis, il y avait les 1000 contrariétés du temps. Le vent qui emportait le chevalet, la pluie qui arrêtait les séances. Ces jours-là, il rentrait hors de lui, menaçant du poing le ciel, accusant la nature de se défendre pour ne pas être prise et vaincue. Il se plaignait amèrement de n'être pas riche, car il rêvait d'avoir des ateliers mobiles, une voiture à Paris, un bateau sur la Seine, dans lequel il aurait vécu comme un bohémien de l'art. Mais rien ne l'aidait, tout conspirait contre son travail. Parce que oui, le seconde moitié du 19e siècle, on a un grand développement du chemin de fer et du coup les gens sortent encore plus, et notamment les peintres. Du coup, les peintres qui se retrouvent dans les villages autour de Paris, eh bien, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, et là je trouve ça sympa, c'est de voir quand ils flottent, comment ça se passe. C'est marrant parce qu'on ne pense pas à cet aspect pragmatique. Toi, je trouve que quand on parle des impressionnistes, du plein air, on est un petit peu avec un discours un peu, je dirais pas romantique, mais tu vois, on dit waouh, ils peignent dehors, c'est merveilleux, c'est incroyable. Ouais, en hiver, ils se pèlent. J'imagine tout tremblant en train de peindre. Le côté, va demander aux gens de poser. Non, mais casse-toi, me parle pas. La flotte, tu vois, je trouve que des fois, on oublie cet aspect très pragmatique quand on parle des artistes. Alors que franchement, ça pourrait faire... tu vois, là, on a un sujet de vidéo, tu vois. D'imaginer le plein air, l'impressionnisme, le côté pragmatique des choses, tu vois. Je trouve que ça pourrait être sympa d'en faire des vidéos. Christine, alors, souffrit avec Claude. Elle avait partagé ses espoirs, très brave, égayant l'atelier de son activité de ménagère. Et maintenant, elle s'asseyait, découragée quand elle le voyait sans force. À chaque tableau refusé, elle montrait une douleur plus vive, blessée dans son amour-propre de femme, ayant cet orgueil du succès qu'elles ont toutes. Oui, d'accord. L'amertume du peintre l'aigrissait aussi. Elle épousait ses passions, identifiée à ses goûts, défendant sa peinture qui était devenue comme une dépendance d'elle-même, la grande affaire de leur vie, la seule importante désormais, celle dont elle espérait son bonheur. Chaque jour, elle devinait bien que cette peinture lui prenait son amant davantage.
et elle n'en était pas encore à la lutte. Elle cédait, se laissait emporter avec lui pour ne faire qu'un, au fond du même effort. Mais une tristesse montait de ce commencement d'abdication, une crainte de ce qui l'attendait là-bas. Parfois, un frisson de recul la glaçait jusqu'au cœur. Elle se sentait vieillir, tandis qu'une pitié immense la bouleversait, une envie de pleurer sans cause, qu'elle contentait dans l'atelier lugubre pendant des heures quand elle y était seule. À cette époque, son cœur s'ouvrit, plus large, et une mer se dégagea de la menthe. Cette maternité pour son grand enfant d'artiste était faite de la pitié vague et infinie qui l'attendrissait, de la faiblesse illogique où elle le voyait tomber à chaque heure, des pardons continuels qu'elle était forcée de lui accorder. Il commençait à la rendre malheureuse. Elle n'avait plus de lui que ses caresses d'habitude, données ainsi qu'une aumône aux femmes dont on se détache. Et comment l'aimer encore quand il s'échappait de ses bras, qu'il montrait un air d'ennui dans les étreintes ardentes dont elle l'étouffait toujours. Comment l'aimer si elle ne l'aimait pas de cette autre affection de chaque minute, en adoration devant lui, s'immolant sans cesse. Au fond d'elle, l'insatiable amour grondait. Elle demeurait la chair de passion, la sensuelle aux lèvres fortes dans la saillie têtue des mâchoires. C'était d'une douceur triste. Alors, après les chagrins secrets de la nuit, de n'être plus qu'une mère jusqu'au soir, de goûter une dernière et pâle jouissance dans la bonté, dans le bonheur qu'elle tenait de lui faire au milieu de leur vie gâtée maintenant. Seul, le petit Jacques eut à pâtir de ce déplacement de tendresse. Elle le négligeait davantage, la chair restait muette pour lui, ne s'étant éveillée à la maternité que par l'amour. C'était l'homme adoré, désiré, qui devenait son enfant. Et l'autre, le pauvre être, demeurait un simple témoignage de leur grande passion d'autrefois. À mesure qu'elle l'avait vu grandir et ne plus demander autant de soins, elle s'était mise à le sacrifier, sans dureté au fond, simplement parce qu'elle sentait ainsi. À table, elle ne lui donnait que les seconds morceaux. La meilleure place, près du poêle, n'était pas pour sa petite chaise. Si la peur d'un accident la secouait, le premier cri, le premier geste de protection, n'allait jamais vers sa faiblesse. Et sans cesse, elle le reléguait, le supprimait. « Jacques, tais-toi, tu fatigues ton père. Jacques, ne remue donc pas, tu vois bien que ton père travaille. » L'enfant s'accommodait mal de Paris. Lui qui avait eu la campagne vaste pour se rouler en liberté, étouffait dans l'espace étroit où il devait se tenir sage. Ses belles couleurs rouges pâlissaient. Il ne poussait plus que chétif, sérieux comme un petit homme, les yeux élargis sur les choses. Il venait d'avoir 5 ans. Sa tête avait démesurément grossi par un phénomène singulier qui faisait dire à son père « Le gaillard a la caboche d'un grand homme ». Mais au contraire, il semblait que l'intelligence diminuât à mesure que le crâne augmentait. Très doux, craintif, l'enfant s'absorbait pendant des heures sans savoir répondre, l'esprit en fuite. Et, s'il sortait de cette immobilité, c'était dans des crises folles de sauts et de cris, comme une jeune bête joueuse que l'instinct emporte. Alors les « tiens-toi tranquille » pleuvaient, car la mère ne pouvait comprendre ces vacarmes subis, bouleversée de voir le père s'irriter à son chevalet, se fâchant elle-même, courant vite rasseoir le petit dans son coin. Calmé tout d'un coup avec le frisson peureux d'un réveil trop brusque, il se rendormait, les yeux ouverts, si paresseux à vivre que les jouets, des bouchons, des images, de vieux tubes de couleurs lui tombaient des mains. Déjà, elle avait essayé de lui apprendre ses lettres. Il s'était débattu avec des larmes, et l'on attendait un an ou deux encore pour le mettre à l'école, où les maîtres sauraient bien le faire travailler. Pauvre gosse. Salut Guette, sympa ça. Non mais je te jure, pauvre gosse, tu sens le truc venir là. Hein. Comment ça va Guette? Et salut Toby. Bienvenue toi qui suis la chaîne, merci pour ton soutien. Donc on est en train de lire le chapitre 8 de l'œuvre de Zola. Christine, enfin, commençait à s'effrayer devant la misère menaçante.
À Paris, avec cet enfant qui poussait, la vie était plus chère et les fins de mois devenaient terribles malgré ses économies de toutes sortes. Le ménage n'avait assuré que les 1000 francs de rente et comment vivre avec 50 francs par mois lorsqu'on avait prélevé les 400 francs de loyer. D'abord, il s'était tiré d'embarras grâce à quelques toiles vendues, Claude ayant trouvé l'ancien amateur de gagnères, un de ces bourgeois détestés, qui ont des âmes ardentes d'artistes dans les habitudes maniaques où ils s'enferment. Celui-ci, M. U, un ancien chef de bureau, n'était malheureusement pas assez riche pour acheter toujours, et il ne pouvait que se lamenter sur l'aveuglement du public, qui laissait une fois de plus le génie mourir de faim. Car lui, convaincu, frappé par la grâce dès le premier coup d'œil, avait choisi les œuvres les plus rudes, qui pendaient à côté de ces deux Lacroix, en leur prophétisant une fortune égale. Le pire était que le père Malgras venait de se retirer après fortune faite. Une très modeste aisance d'ailleurs, une rente d'une dizaine de mille de francs, qu'il s'était décidé à manger dans une petite maison de Bois-Colombes en homme prudent. Aussi fallait-il l'entendre parler du fameux Naudet avec le dédain des millions que ruait cet agioteur, des millions qui lui retomberaient sur le nez, disait-il. Claude, à la suite d'une rencontre, ne réussit qu'à lui vendre une dernière toile, pour lui, une de ses académies de l'atelier Boutin, la superbe étude de ventre que l'ancien marchand n'avait pu revoir sans un regain de passion au cœur. C'était donc la misère prochaine. Les débouchés se fermaient au lieu de s'ouvrir. Une légende inquiétante se créait peu à peu autour de cette peinture continuellement repoussée du salon. Sans compter qu'il aurait suffi, pour effrayer l'argent, d'un art si incomplet et si révolutionnaire, où l'œil effaré ne retrouvait aucune des conventions admises. Un soir, ne sachant comment acquitter une note de couleur, le peintre s'était écrié qu'il vivrait sur le capital de sa rente, plutôt que de descendre à la production basse des tableaux de commerce. Mais Christine, violemment, s'était opposée à ce moyen extrême. Elle rognerait encore sur les dépenses. Enfin, elle préférait tout à cette folie qui les jetterait ensuite au pavé sans pain. Et oui, toujours l'éternelle question de faire ce que le public demande, même si ça ne correspond pas du tout à tes principes de vie. Mais voilà, c'est là... donc Claude commence à... Donc il sort de cette problématique-là, il ne souhaite pas faire des tableaux que le public veut. Il veut créer vraiment son art, il veut faire son chef-d'œuvre. Après le refus de son troisième tableau, l'été fut si miraculeux cette année-là que Claude sembla épuiser une nouvelle force. Pas un nuage, des journées limpides sur l'activité géante de Paris. Il s'était remis à courir la ville, avec la volonté de chercher un coup, comme il le disait, quelque chose d'énorme, de décisif. Il ne savait pas au juste. Et, jusqu'à septembre, il ne trouva rien. Se passionnant pendant une semaine pour un sujet, puis déclarant que ce n'était pas encore ça. Il vivait dans un continuel frémissement, aux aguets, toujours à la minute de mettre la main sur cette réalisation de son rêve qui fuyait toujours. Au fond, son intransigeance de réaliste cachait des superstitions de femme nerveuse. Il croyait à des influences compliquées et secrètes. Tout allait dépendre de l'horizon choisi, néfaste ou heureux. Une après-midi, par un des derniers beaux jours de la saison, Claude avait emmené Christine, laissant le petit Jacques à la garde de la concierge. Une vieille brave femme, comme ils faisaient d'ordinaire quand ils sortaient ensemble. C'était une envie soudaine de promenade, un besoin de revoir avec elle des coins chéris autrefois, derrière lequel se cachait le vague espoir qu'elle lui porterait chance. Et ils descendirent ainsi jusqu'au pont Louis-Philippe, restèrent un quart d'heure sur le quai aux Ormes, silencieux, debout contre le parapet, à regarder en face, de l'autre côté de la Seine, le vieil hôtel du Martois où ils s'étaient aimés. Puis, toujours sans une parole, ils refirent leur ancienne course, faite tant de fois. Ils filèrent le long des quais, sous les platanes, voyant à chaque pas se lever le passé. Et tout se déroulait.
les ponts avec la découpure de leurs arches sur le satin de l'eau, la cité dans l'ombre que dominaient les tours jaunissantes de Notre-Dame, la courbe immense de la rive droite, noyée de soleil, terminée par la silhouette perdue du pavillon de Flore et les larges avenues, les monuments des deux rives, et la vie de la rivière, les lavoirs, les bains, les péniches. Comme jadis, l'astre à son déclin les suivait, roulant sous les toits de maisons lointaines, s'écornant derrière la coupole de l'Institut. Un coucher éblouissant, tel qu'il n'en avait pas eu de plus beau. Une lente descente au milieu des pétinages qui se changèrent en un treillis de pourpre dont toutes les mailles lâchaient des flots d'or. Mais de ce passé qui s'évoquait, rien ne venait qu'une mélancolie invincible, la sensation de l'éternelle fuite, l'impossibilité de remonter et de revivre. Ces antiques pierres demeuraient froides. Ce continuel courant sous les ponts, cette eau qui avait coulé, leur semblait avoir emporté un peu d'eux-mêmes, le charme du premier désir, la joie de l'espoir. Maintenant qu'ils s'appartenaient, ils ne goûtaient plus ce simple bonheur de sentir la pression tiède de leurs bras pendant qu'ils marchaient doucement, comme enveloppés dans la vie énorme de Paris. Au pont des Saints-Pères, Claude, désespéré, s'arrêta. Il avait quitté le bras de Christine. Il s'était retourné vers la pointe de la cité. Elle sentait le détachement qui s'opérait. Elle devenait très triste. Et, le voyant s'oublier là, elle voulut le reprendre. « Mon ami, rentrons, il est l'heure. Jacques nous attend, tu sais. » Mais il s'avança jusqu'au milieu du pont. Elle dut le suivre. De nouveau, il demeurait immobile, les yeux toujours fixés là-bas, sur l'île continuellement à l'ancre, sur ce berceau et ce cœur de Paris, où depuis des siècles vient battre tout le sang de ses artères, dans la perpétuelle poussée des faubourgs qui envahissent la plaine. Une flamme était montée à son visage, ses yeux s'allumaient. Il eut enfin un geste large. « Regarde, regarde !» D'abord au premier plan, au-dessous d'eux, c'était le port Saint-Nicolas, les cabines basses des bureaux de la navigation, la grande berge pavée qui descend, encombrée de tas de sable, de tonneaux et de sacs, bordée d'une file de péniches encore pleines, où grouillait un peuple de débardeurs que dominait le bras gigantesque d'une grue de fonte, tandis que de l'autre côté de l'eau, un bain froid, égayé par les éclats des derniers baigneurs de la saison, laissait flotter au vent les drapeaux de toile grise qui lui servaient de toiture. Puis, au milieu, la Seine vide montait, verdâtre avec des petits flots d'encens fouettés de blanc, de bleu et de rose. Et le pont des Arts établissait un second plan, très haut sur ses charpentes de fer, d'une légèreté de dentelle noire, animé du perpétuel va-et-vient des piétons, une chevauchée de fourmis sur la mince ligne de son tablier. En dessous, la Seine continuait, au loin. On voyait les vieilles arches du Pont-Neuf, brunies de la rouille des pierres. Une trouée s'ouvrait à gauche jusqu'à l'île Saint-Louis. Une fuite de miroirs d'un raccourci aveuglant. Et l'autre bras tournait court. L'écluse de la Monnaie semblait boucher la vue de sa barre d'écume. Le long du Pont-Neuf, de grands omnibus jaunes, des tapissières bariolées, défilaient avec une régularité mécanique de jouets d'enfants. Tout le fond s'encadrait là, dans les perspectives des deux rives. Sur la rive droite, les maisons des quais, à demi cachées par un bouquet de grands arbres, d'où émergeait à l'horizon une encoignure de l'hôtel de ville et le clocher carré de Saint-Gervais, perdu dans une confusion de faubourgs. Sur la rive gauche, une aile de l'Institut, la façade plate de la Monnaie, des arbres encore en enfilade. Mais ce qui tenait le centre de l'immense tableau, ce qui montait du fleuve, se haussait, occupait le ciel, c'était la cité. Cette proue de l'antique vaisseau, éternellement dorée par le couchant. En bas, les peupliers du terre-plein verdissaient en une masse puissante, cachant la statue. Plus haut, le soleil opposait les deux faces, éteignant dans l'ombre les maisons grises du quai de l'Horloge, éclairant d'une flambée les maisons vermeilles du quai des Orfèvres, des files de maisons irrégulières si nettes que l'œil en distinguait les moindres détails, les boutiques, les enseignes jusqu'aux rideaux de fenêtres.
Plus haut, parmi la dentelure des cheminées, derrière l'échiquier oblique des petits toits, les poivrières du palais et les combles de la préfecture étendaient des nappes d'ardoise, coupées d'une colossale affiche bleue, peinte sur un mur, dont les lettres géantes, vues de tout Paris, étaient comme l'efflorescence de la fièvre moderne au front de la ville. Plus haut encore, par-dessus les tours jumelles de Notre-Dame, d'un ton de vieil or, 2 flèches élançaient en arrière la flèche de la cathédrale, sur la gauche de la flèche de la Sainte-Chapelle, d'une élégance si fine qu'elle semblait frémir à la brise hautaine, mature du vaisseau séculaire, plongeant dans la clarté en plein ciel. Salut Silhouette, comment tu vas? Quoi de neuf? Viens-tu, mon ami? Répéta Christine doucement. Claude ne l'écoutait toujours pas. Ce cœur de Paris l'avait pris tout entier. La belle soirée élargissait l'horizon. C'étaient des lumières vives, des ombres franches, une gaieté dans la précision des détails, une transparence de l'air vibrante d'allégresse. Et la vie de la rivière, l'activité des quais, cette humanité dont le flot débouchait des rues, roulait sur les ponts, venait de tous les bords de l'immense cuve, fumait là en une onde visible, en un frisson qui tremblait dans le soleil. Que du vieux contente de t'entendre poursuivre la lecture. Ah bah ça fait plaisir. Bienvenue. Un vent léger soufflait. Un vol de petits nuages roses traversait très haut l'azur pâlissant, tandis qu'on entendait une palpitation énorme et lente, cette âme de Paris épandue autour de son berceau. Alors Christine s'empara du bras de Claude, inquiète de le voir si absorbé, saisie d'une sorte de peur religieuse, et elle l'entraîna, comme si elle l'avait senti en grand péril. « Rentrons, tu te fais du mal, je veux rentrer. » Lui, à son contact, avait eu le tressaillement d'un homme qu'on réveille. Puis, tournant la tête dans un dernier regard, « Ah mon Dieu !» murmura-t-il. « Ah mon Dieu, que c'est beau !» Il se laissa emmener, mais toute la soirée à table, près du poêle, ensuite et jusqu'en se couchant, il resta étourdi, si préoccupé, qu'il ne prononça pas 4 phrases, et que sa femme, ne pouvant tirer de lui une réponse, finit également par se taire. Elle le regardait, anxieuse. Était-ce donc l'envahissement d'une maladie grave, quelque mauvais air qu'il aurait pris au milieu de ce pont? Ses yeux vagues se fixaient sur le vide. Son visage s'empourprait d'un effort intérieur. On aurait dit le travail sourd d'une germination, un être qui naissait en lui. Cette exaltation et cette nausée que les femmes connaissent. D'abord, cela parut pénible, confus, obstrué de 1000 liens. Puis tout se dégagea. Il cessa de se retourner dans le lit. Il s'endormit du sommeil lourd des grandes fatigues. Le lendemain, dès qu'il eut déjeuné, il se sauva. Et elle passa une journée douloureuse, car si elle s'était rassurée un peu, en l'entendant siffler au réveil des heures du midi, elle avait une autre préoccupation qu'elle venait de lui cacher, dans la crainte de la battre encore. Ce jour-là, pour la première fois, ils allaient manquer de tout. Une semaine entière les séparait du jour où il touchait la petite rente, et elle avait dépensé son dernier sou le matin. Il ne restait rien pour le soir, pas même de quoi mettre un pain sur la table. Même en ayant raté des épisodes, on ne pige pas forcément l'histoire, mais on connaît l'ambiance. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bah là, on sent vraiment vraiment cette descente dans les enfers. Enfin, on sent vraiment, et là-dessus, Zola, il sait bien écrire. Hein, c'est vraiment impressionnant. Salut Pauluche. Salut YouTube. Merci Pauluche. Salut. Comment tu vas Pauluche? Donc, et tu vois, cette descente aux enfers, on comprend du coup, parce que t'as l'artiste, nous on voit des œuvres qui sont reconnues, qui sont incroyables, on dit ah tiens c'est un chef-d'œuvre machin, mais on se rend pas compte des moments par quelle phase sont passés certains artistes qui n'étaient pas reconnus en leur temps. Et vraiment, on sent le désespoir qui arrive, on sent la fin, enfin on arrive, tu sens le drame arriver quoi. Là-dessus, c'est assez impressionnant de sentir qu'il
que là-dedans, il y a plein d'idées, mais qu'il ne sait pas encore traduire et que ça prend du temps, en fait. Hein. Quand tu es un artiste, l'œuvre, elle sort pas comme ça, comme par magie. Il y a un travail, il y a une maturation très, 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 très importante. Et avec évidemment la dimension pragmatique qu'il y a derrière, mais là, en l'occurrence, c'est Christine qui s'en occupe. Mais là, ça devient vraiment la merde. Là, financièrement, c'est plus possible, ils n'y arrivent plus. Mais en tout cas, beaucoup... Il y avait une étude... il y a eu un... C'était au 19e, hein, sa seconde moitié du 19e siècle. J'ai jamais retrouvé ce document. Il y a eu une enquête faite justement sur les artistes qui étaient dans une grande misère. Et il y a eu une tentative quand même à un moment donné de leur donner un peu d'argent. Enfin, en gros, d'essayer de faire une sorte de souscription nationale pour les aider. Mais en gros, et c'est là où ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément d'artistes qui vivaient avec sous le seuil de pauvreté. C'était assez incroyable, quoi. Je sais pas si juste de laisser mûrir ou juste d'avoir l'opportunité d'être révélé. Il y a les deux, en fait. Il y a les deux parce que il y a un besoin, le cerveau a besoin aussi d'interpréter certaines choses, quoi. Il y a des choses que tu vois et tu dis « Ah, mais comment je peux retranscrire ce que je vois ?» Et encore plus, là, à cette époque-là, là, c'est les impressionnistes qu'on est en train de mettre en avant. Les impressionnistes, mais tu as aussi tous les artistes qui sont un petit peu autour, notamment Manet, t'as Van Gogh, Cézanne aussi. En gros, comment retranscrire la vision du réel alors que concrètement, le soleil ne peut pas forcément montrer ça sur un objet. Ouais, mais toi, tu le vois de cette manière-là, donc de représenter une différence entre la vérité vraie, si on peut dire ça comme ça, et concrètement ce qu'on voit, ce qu'on ressent aussi. Mais il y a les deux. Parce qu'effectivement, comme tu dis, aussi la question d'être révélé. Et en même temps, tu vois, Claude, il cherche toujours plus. Bon, à un moment donné, forcément, il y a du découragement parce que t'en peux plus. On te refoule à chaque fois au concours, c'est chiant. Mais au moins, ça permet... l'avantage de ne pas être accepté tout de suite, c'est que du coup, c'est que tu forces plus loin les recherches. Tu pousses, tu vois, tu réfléchis à d'autres solutions. Bon, après, là, ça prend des dimensions assez hallucinantes, quoi. Puis, à cette époque, t'as eu aussi un... Vraiment, faudrait que je le retrouve, ce truc-là. Mais t'as pas mal d'artistes aussi qui sont foutus en l'air à cause de tout ça, quoi. Quand tu décris le contexte, tu cites quelques noms, mais faut voir ceux qui sont restés des tâcherons ou des smicards de l'art. Complètement. Ah, mais il y a un nombre incroyable d'artistes. Nous, on ne connaît pas. À la rigueur, il n'y a que des chercheurs. Ah, tu vois, j'ai des collègues qui ont fait leur thèse sur ce genre de sujet. Eux, ils les connaissent parce que forcément, il y a eu... il y a des noms. Enfin, il y a des noms via les archives, les registres des écoles. Notamment, il y en a qui sont passés par l'école des beaux-arts. Parfois, il nous reste quelques œuvres. Mais je me demande bien le nombre d'artistes, nous qu'on ne connaît pas, qui avaient potentiellement un truc de dingue en eux, qui auraient pu créer des œuvres incroyables, mais à qui on n'a pas laissé une chance. Et ça, tu vois, cette peur terrible de louper des artistes, comme, voilà, nous on connaît aujourd'hui Van Gogh, mais à l'époque c'était la même problématique. Imagine aujourd'hui le marché de l'art, mais il a peur de louper le prochain Van Gogh, en fait. Quitte à hyper investir auprès de certains artistes, on a peur de retrouver cette situation-là, en fait. Et il y a un paquet d'artistes sans œuvre aussi qui laissent aucune trace. En plus, oui, parce que t'en as qui détruisent leurs œuvres. T'en as qui vont complètement détruire l'œuvre ou qui ne vont pas forcément beaucoup peindre parce que c'est de l'argent, tout ça. Encore une fois, moi j'adore le côté pragmatique de ma discipline qu'on met très souvent de côté. Et je trouve ça con parce que un artiste, quand il crée, c'est pas que là-dedans que ça se passe, c'est aussi c'est via son porte-monnaie également. Donc quelqu'un qui n'a pas les moyens de créer, forcément, au bout d'un moment, s'il est préoccupé et tout, ça va avoir une incidence folle. Et après, j'ai quand même l'impression que ça n'a pas mal changé. Tu vois, t'as des disciplines connexes à l'histoire de l'art. Enfin, en gros, tu as des disciplines qui existent pour elles, comme par exemple la sociologie,
Mais tu as tu as de plus en plus, et ça c'est chouette, de plus en plus de liens, notamment entre la sociologie et l'histoire de l'art. Et tu as même ce qu'on appelle aujourd'hui la sociologie de l'art. Donc il manque peut-être encore cet aspect un peu historique, mais il y a des choses qui sont faites dans ce sens et c'est très très bien parce qu'il nous faut ça, il nous faut des choses plus concrètes en fait. Hein. De se dire, ah machin, il a créé ça parce que... Ouais, mais peut-être aussi, il a fait ça parce que ça, et ça c'est hyper con, c'est hyper concret. Mais c'est important aussi, tu peux pas l'exclure. Tu peux pas... un artiste, c'est un être humain qui a ses complexités, ses problématiques de vie. Bah ouais, on est tous au même point en fait. Hein. Quitte à inonder le marché de flouze. Ouais, j'avoue. Bah complètement. Et en même temps, il y a aussi l'aspect investissement. Attention, voilà. Il y a le côté sincère du bah, on n'a pas envie de louper le prochain Van Gogh. Mais c'est même pas forcément qu'une question de gentillesse. Hein. L'art, c'est un investissement aujourd'hui. Hein. C'est clairement assumé. Hein. Il n'y a pas de chichi derrière. Hein. C'est assumé. L'art, on investit et c'est comme ça. La création numérique va sans doute poser problème si on n'est plus capable de lire les supports ou s'enregistrer les œuvres. En plus, là, ça comprend plein de problématiques, effectivement, de partage. Après, il y a pas mal... C'est quoi déjà le nom? Mais à chaque fois, encore une fois, c'est les NTFS, je sais plus comment ça s'appelle, ça. Non. Ah, tu sais, la manière de tracer efficacement les NFT, merci. Voilà, la manière très efficace de tracer les œuvres, voilà, ça permet de... Ouais, c'était ça. Ouais, mais là-dessus, je sais pas pourquoi. C'est un sujet sur lequel je me suis pas du tout penchée, je ne sais pas pourquoi, et du coup, j'ai beaucoup de mal à en parler. Mais en tout cas, c'est une solution à ça, par rapport à la création numérique, tu vois, de pouvoir tracer de cette manière les données, normalement. Enfin, en tout cas, le monde du marché de l'art est très très intéressé par les NFT. Je pense que c'est aussi pour ça que je crois que c'est à cause de ça. Ouais, j'ai un peu mis ça de côté aussi. Ça, tout ce qui est aussi le blockchain, ça intéresse beaucoup le marché de l'art. Le marché de l'art et le secteur du luxe, hein, le fait de tracer toute production, mais forcément, ça intéresse beaucoup. Après, je sais pas si ça va vraiment poser problème à la création numérique. Je sais pas. L'avenir nous le dira. Hein. Mais ça, c'est compliqué quand tu es historien de l'art de dire qu'il faut... Enfin non, c'est pas compliqué au final. Mais en gros, tu as besoin de prendre un recul. Et ça, c'est vraiment... pour ça que parler de l'art actuel, je trouve que c'est compliqué. J'admire hein, les historiens de l'art qui travaillent sur l'art actuel. Parce que je trouve qu'on n'a pas toujours suffisamment de recul, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien... On verra ça après, hein. Comment ça, je flippe? Mais non, je flippe pas. C'est pas ça, c'est que, ouais. J'aime bien prendre du recul, c'est tout. Où est-ce qu'on en est? Non, mais du coup, c'est parce que, comme on en parle pas mal en ce moment du NFT, je pense que je vais un peu me pencher sur le sujet. Parce que... du coup, ça m'intéresse, comment on en parle. Tu vois, je me dis, bon, allez, il faudrait peut-être que tu te renseignes, hein, parce qu'à chaque fois, tu passes pour une bouffonne, tu en parles. Non, mais je sais. Mais ouais, il faudrait que je m'y intéresse un peu à ce sujet-là. Quand j'aurai le temps. Et en même temps, à quoi ça sert de dormir? Voilà, ouais. On reprend. À quelle porte frapper? Comment lui mentir davantage quand il rentrerait ayant faim? Elle se décida à engager la robe de soie noire dont Madame Vanzade lui avait fait cadeau autrefois, mais cela lui coûta beaucoup. Elle tremblait de peur et de honte à l'idée de ce mont-de-piété, cette maison publique des pauvres où elle n'était jamais entrée. Une telle crainte de l'avenir la tourmentait maintenant que, sur les 10 francs qu'on lui prêta, elle se contenta de faire une soupe à l'oseille et un ragoût de pommes de terre. Au sortir du bureau d'engagement, une rencontre l'avait achevée. Claude, justement,
rentra très tard, avec des gestes gais, des yeux clairs, toute une excitation de joie secrète. Et il avait une grosse faim. Il cria parce que le couvert n'était pas mis. Puis, quand il fut attablé entre Christine et le petit Jacques, il avala la soupe, dévora une assiette de pommes de terre. « Comment ? C'est tout ?» demanda-t-il ensuite. « Tu aurais bien pu ajouter un peu de viande. Est-ce qu'il a fallu encore acheter des bottines ?» Mais quel bâtard ! Elle balbutia, n'osa dire la vérité, blessée au cœur de cette injustice. Mais lui continuait. La plaisantait sur les sous qu'elle faisait disparaître pour se payer des choses. Et de plus en plus surexcité, dans cet égoïsme des sensations vives qu'il sembla vouloir garder pour lui, il s'emporta tout d'un coup contre Jacques. « Tais-toi donc, sacré mioche, c'est agaçant à la fin. » Jacques, oubliant de manger, tapait sa cuillère au bord de son assiette, les yeux rieurs, l'air ravi de cette musique. « Jacques, tais-toi, gronda la mère à son tour. Laisse ton père manger tranquille. » Et le petit, effrayé, tout de suite très sage, retomba dans son immobilité morne, les yeux ternes sur ses pommes de terre qu'il ne mangeait toujours pas. Claude affecta de se bourrer de fromage, tandis que Christine, désolée, parlait d'aller chercher un morceau de viande froide chez Charcutier. Mais il refusait, il la retenait par des paroles qui la chagrinaient davantage. Puis, quand la table fut desservie et qu'ils se retrouvèrent tous les trois autour de la lampe pour la soirée, elle cousant, le petit muet devant un livre d'images, lui tambourina longtemps de ses doigts, l'esprit perdu, retourné là-bas d'où il venait. Brusquement, il se leva, se rassit avec une feuille de papier et un crayon, se mit à jeter des traits rapides sous la clarté ronde et vive qui tombait de l'abat-jour. Et le croquis, fait de souvenirs, dont le besoin qu'il avait de traduire au dehors le tumulte d'idées battait son crâne, ne suffit même bientôt plus à le soulager. Cela le fouettait au contraire, toute la rumeur dont il débordait lui sortait des lèvres, il finit par dégonfler son cerveau en un flot de paroles, il aurait parlé au mur, il s'adressait à sa femme parce qu'elle était là. « Tiens, c'est ce que nous avons vu hier. Ah, superbe. J'ai passé 3 heures aujourd'hui. Je tiens mon affaire. Ah, quelque chose d'étonnant. Un coup à tout démolir. Regarde, si je me plante sous le pont, j'ai pour premier plan le port Saint-Nicolas avec sa grue, ses péniches qu'on décharge, son peuple de débardeurs. Ah, tu comprends, c'est Paris qui travaille, ça. Des gaillards solides, étalant le nu de leur poitrine et de leurs bras. Puis de l'autre côté, j'ai le bain froid, Paris qui s'amuse, et une barque sans doute là pour occuper le centre de la composition. Mais ça, je ne sais pas bien encore. Pardon. Il faut que je cherche naturellement la scène au milieu, large, immense. Du crayon, à mesure qu'il parlait, il indiquait les contours fortement, reprenant à 10 fois les traits hâtifs, crevant le papier, tant il y mettait d'énergie. Elle, pour lui être agréable, se penchait, affectait de s'intéresser vivement à ses explications. Mais le croquis s'embrouillait d'un tel écheveau de lignes, se chargeait d'une si grande confusion de détails sommaires qu'elle n'y distinguait rien. « Tu suis, n'est-ce pas ? » Oui, très beau. Enfin, j'ai le fond, les 2 trouées de la rivière avec les quais, la cité triomphale au milieu, s'élevant sur le ciel. Ah, ce fond, quel prodige ! On le voit tous les jours, on passe devant sans s'arrêter, mais il vous pénètre, l'admiration s'amasse, et, une belle après-midi, il apparaît. Rien au monde n'est plus grand, c'est Paris lui-même, glorieux sous le soleil. Dis, étais-je bête de ne pas y songer. Que de fois j'ai regardé sans voir. Il m'a fallu tomber là, après cette course le long des quais. Et tu te rappelles, il y a un coup d'ombre de ce côté. Le soleil ici tape droit. Les tours sont là-bas, la flèche de la Sainte-Chapelle s'amincit d'une légèreté d'aiguille dans le ciel. Non, elle est plus à droite, attends que je te montre. Il recommença, il ne se lassait point, reprenait sans cesse le dessin, se répandait en 1000 petites notes caractéristiques que son œil de peintre avait retenues. À cet endroit, l'enseigne rouge d'une boutique lointaine qui vibrait, plus près un coin verdâtre de la Seine où semblaient nager des plaques d'huile, et le ton fin d'un arbre, et la gamme des grilles pour les façades, et la qualité lumineuse du ciel. Elle, complaisamment, l'approuvait toujours, tâchait de s'émerveiller.
T'as une chronique sur Popcorn trouvable sur YouTube qui peut servir d'intro. Ah, super, merci. Ouais, ok. Super, merci beaucoup pour la ref. Enfin, pour le conseil. J'avais jamais entendu parler de ça et j'irai sans doute pas me renseigner sur NFT. Je continuerai de créer sans utiliser ça. J'ai déjà mis du temps à maîtriser quelques nouveaux outils, à savoir ce que je voulais dessiner. Après, oui, forcément, il y a des... Enfin, les NFT, c'est pas la panacée, quoi. Il y a des trucs derrière, hein. Attention. C'est pour ça que je veux pas trop parler de ce sujet, parce que je le maîtrise vraiment pas du tout. Je te fais des bisous. Des bisous! Des bisous, Guette. À bientôt. Bonne journée. Mais Jacques, une fois encore, s'oubliait. Oh là là. Mon Dieu, un gosse qui s'oublie. Terrible. Après être resté longtemps silencieux devant son livre, absorbé sur une image qui représentait un chat noir, il s'était mis à chantonner doucement des paroles de sa composition. « Oh gentil chat, oh vilain chat, oh gentil et vilain chat !» Et cela à l'infini du même ton lamentable. Claude, agacé par ce bourdonnement, n'avait pas compris d'abord ce qui l'énervait ainsi pendant qu'il parlait. Puis la phrase obsédante de l'enfant lui était nettement entrée dans les oreilles. « As-tu fini de nous assommer avec ton chat ?» cria-t-il furieux. « Jacques, tais-toi quand ton père cause » répéta Christine. « Non, ma parole, il devient idiot. Vois-moi sa tête, s'il n'a pas l'air d'un idiot. C'est désespérant. Réponds, qu'est-ce que tu veux dire avec ton chat qui est gentil et qui est vilain ?» Le petit, blême, dodelinant sa tête trop grosse, répondit d'un air de stupeur. « C'est pas. » Et, comme son père et sa mère se regardaient, découragés, il appuya une de ses joues dans son livre ouvert. Il ne bougea plus, ne parla plus, les yeux tout grands. La soirée s'avançait. Christine voulut le coucher. Mais Claude avait déjà repris ses explications. Maintenant, il annonçait qu'il irait, dès le lendemain, faire un croquis sur nature, simplement pour fixer ses idées. Il en vint ainsi à dire qu'il achèterait un petit chevalet de campagne, une emplette rêvée depuis des mois. Il insista, parla d'argent. Elle se troublait. Elle finit par avouer tout. Le dernier sou mangé le matin, la robe de soie engagée pour le dîner du soir. Et il eut alors un accès de remords et de tendresse. Il l'embrassa en lui demandant pardon de s'être plaint à table. Elle devait l'excuser. Il aurait tué père et mère, comme il le répétait, lorsque cette sacrée peinture le tenait aux entrailles. D'ailleurs, le mont-de-piété le fit rire, il défiait la misère. Merci Aléa, bienvenue. Bienvenue, toi qui suis la chaîne. Donc désolée, je répondais que je peux parce que je suis en train de lire. Voilà, on est en train de lire le chapitre 8 de l'œuvre de Zola. Bienvenue à toi. Je te dis que ça y est, s'écria-t-il. Ce tableau-là, vois-tu, c'est le succès. Elle se taisait. Elle songeait à la rencontre qu'elle avait faite et qu'elle voulait lui cacher. Mais, invinciblement, cela sortit de ses lèvres, sans cause apparente, sans transition, dans la sorte de torpeur qui l'avait envahie. Madame Vanzade est morte. Lui s'étonna. Ah, vraiment? Comment le savait-elle? J'ai rencontré l'ancien valet de chambre. Oh, un monsieur à cette heure très gaillard malgré ses 70 ans. Je ne le reconnaissais pas. C'est lui qui m'en a parlé. Oui, elle est morte, il y a 6 semaines. Ses millions ont passé aux hospices, sauf une rente que les 2 serviteurs mangent aujourd'hui en petits bourgeois. Il la regardait. Il murmura enfin d'une voix triste. « Ma pauvre Christine, tu as des regrets, n'est-ce pas? Elle t'aurait dotée, elle t'aurait mariée, je te le disais bien jadis. Tu serais peut-être son héritière et tu ne crèverais pas la faim avec un toqué comme moi. » Mais elle parut alors s'éveiller. Elle rapprocha violemment sa chaise, elle le saisit d'un bras, s'abandonna contre lui dans une protestation de tout son être. « Qu'est-ce que tu dis? Oh non, non, ce serait une honte si j'avais songé à son argent. Je te l'avouerai, tu sais, que je ne suis pas menteuse, mais j'ignore moi-même ce que j'ai eu. Un bouleversement, une tristesse. Ah, vois-tu, une tristesse à croire que tout allait finir pour moi. C'est le remords sans doute, oui, le remords de l'avoir quitté brutalement, cette pauvre infirme, cette femme si vieille qui m'appelait sa fille. J'ai mal agi,
ça ne me portera pas chance. Va, ne dis pas non, je le sais bien, que c'est fini pour moi désormais. » Et elle pleura, suffoquée par ses regrets confus où elle ne pouvait lire, sous cette sensation unique, que son existence était gâtée, qu'elle n'avait plus que du malheur à attendre de la vie. « Voyons, essuie tes yeux, reprit-il, devenu tendre. Toi qui n'étais pas nerveuse, est-ce possible que tu te forges des chimères et que tu te tourmentes de la sorte ? Que diable ! Nous nous en tirerons. Et d'abord, tu sais que c'est toi qui m'as fait trouver mon tableau. Hein, tu n'es pas si maudite puisque tu portes chance. » Il riait. Elle hocha la tête en voyant bien qu'il voulait la faire sourire. Son tableau, elle en souffrait déjà, car là-bas, sur le pont, il l'avait oublié, comme si elle eût cessé d'être à lui. Et depuis la veille, elle le sentait de plus en plus loin d'elle, ailleurs, dans un monde où elle ne montait pas. Mais elle se laissa consoler. Ils échangèrent un de leurs baisers d'autrefois avant de quitter la table pour se mettre au lit. Le petit Jacques n'avait rien entendu. Engourdi d'immobilité, il venait de s'endormir, la joue dans son livre d'images, et sa tête trop grosse d'enfant manqué du génie, si lourde parfois qu'elle lui pliait le cou, blêmissait sous la lampe. Lorsque sa mère le coucha, il n'ouvrit même pas les yeux. Ce fut à cette époque seulement que Claude eut l'idée d'épouser Christine. Tout en cédant aux conseils de Sandoz, qui s'étonnait d'une irrégularité inutile, il obéit surtout à un sentiment de pitié, au besoin de se montrer bon pour elle et de se faire ainsi pardonner ses torts. Depuis quelque temps, il la voyait si triste, si inquiète de l'avenir qu'il ne savait de quelle joie l'égayer. Lui-même s'aigrissait, retombait dans ses anciennes colères, la traitait parfois en servante à qui l'on donne ses 8 jours. Sans doute, d'être sa femme légitime, elle se sentirait plus chez elle et souffrirait moins de ses brusqueries. Du reste, elle n'avait pas reparlé de mariage, comme détachée du monde, d'une discrétion qui s'en remettait à lui seul. Mais il comprenait qu'elle se chagrinait de ne pas être reçue chez Sandoz. Et d'autre part, ce n'était plus la liberté ni la solitude de la campagne. C'était Paris, avec les 1000 méchancetés du voisinage, des liaisons forcées, tout ce qui blesse une femme vivant chez un homme. Lui, au fond, n'avait rien contre le mariage que ses anciennes préventions d'artiste débridé dans la vie. Puisqu'il ne devait jamais la quitter, pourquoi ne pas lui faire ce plaisir ? Et en effet, quand il lui en parla, elle eut un grand cri. Elle se jeta à son cou, surprise elle-même d'en éprouver une si grande émotion. Pendant une semaine, elle en fut profondément heureuse. Ensuite, elle se calma, longtemps avant la cérémonie. D'ailleurs, Claude ne hâta aucune des formalités, et l'attente des papiers nécessaires fut longue. Il continuait à réunir des études pour son tableau. Elle semblait ainsi que lui sans impatience. À quoi bon ? Cela n'apporterait certainement rien de nouveau dans leur existence. Ils avaient résolu de se marier seulement à la mairie, non par un mépris affiché de la religion, mais pour faire vite et simple. La question des témoins les embarrassa un instant. Comme elle ne connaissait personne, il lui donna Sandoz et Mahoudeau. D'abord, au lieu de ce dernier, il avait bien songé à Dubuche. Seulement, il ne le voyait plus, et il craignit de le compromettre. Pour lui-même, il se contenta de Jory et de Gagnière. La chose resterait ainsi entre camarades. Personne n'en causerait. Des semaines s'étaient passées. On se trouvait en décembre par un froid terrible. La veille du mariage, bien qu'il leur restât 35 francs à peine, ils se dirent qu'ils ne pouvaient renvoyer leurs témoins avec une simple poignée de main. Et voulant éviter un gros dérangement chez eux, ils résolurent de leur offrir à déjeuner dans un petit restaurant du boulevard de Clichy. Puis chacun rentrera chez soi. Le matin, comme Christine mettait un col à une robe de laine grise, qu'elle avait eu la coquetterie de se faire pour la circonstance, Claude, déjà en redingote, piétinant d'ennui, eut l'idée d'aller prendre Mahoudeau, en prétextant que ce gaillard était bien capable d'oublier le rendez-vous. Depuis l'automne, le sculpteur habitait Montmartre, un petit atelier de la rue des Tilleuls, à la suite d'une série de drames qui avaient bouleversé son existence. D'abord, faute de paiement, une expulsion de l'ancienne boutique de fruitière qu'il occupait rue du Cherche-Midi,
Ensuite, une rupture définitive avec Chêne, que le désespoir de ne pas vivre de ses pinceaux venait de jeter dans une aventure commerciale, faisant les foires pour la banlieue de Paris, tenant un jeu de tournevis pour le compte d'une veuve, et enfin, un envolement brusque de Mathilde, l'herboristerie vendue, l'herboriste disparu, enlevé sans doute, caché au fond d'un logement discret par quelque monsieur à passion. Maintenant, donc, il vivait seul, dans un redoublement de misère, mangeant lorsqu'il avait des ornements de façade à gratter ou quelques figures d'un confrère plus heureux à mettre au point. « Tu entends, je vais le chercher, c'est plus sûr, répéta Claude à Christine. Nous avons encore 2 heures devant nous. Et si les autres arrivent, fais-les attendre. Nous descendrons tous ensemble à la mairie. » Dehors, Claude hâta le pas dans le froid cuisant qui chargeait ses moustaches de glaçons. L'atelier de Mahoudeau se trouvait au fond d'une cité, et il dut traverser une suite de petits jardins blancs de givre, d'une tristesse nue et raidie de cimetière. De loin, il reconnut la porte, au plâtre colossal de la vendangeuse, l'ancien succès du salon, qu'on avait pu loger dans le rez-de-chaussée étroit. Elle achevait de se pourrir là, pareil à un tas de gravats déchargés d'un tombereau, rongé, lamentable, le visage creusé par les grandes larmes noires de la pluie. La clé était sous la porte. Il entra. « Tiens, tu viens me prendre ?» dit Mahoudeau surpris. « Je n'ai que mon chapeau à mettre. Mais attends, j'étais à me demander si je ne devais pas faire un peu de feu. J'ai peur pour ma bonne femme. » L'eau d'un baquet était prise. Il gelait dans l'atelier aussi fort que dehors, car depuis 8 jours, sans un sou, il économisait un petit reste de charbon en allumant le poêle qu'1 heure ou 2 le matin. Cet atelier était une sorte de caveau tragique, près duquel la boutique d'autrefois éveillait des souvenirs de tiède bien-être, tellement les murs nus, le plafond lézardé, jetaient aux épaules d'une glace de suaire. Dans les coins, d'autres statues, moins encombrantes, des plâtres faits avec passion, exposés, puis revenus là, faute d'acheteurs, grelottaient, le nez contre la muraille, rangés en une file lugubre d'infirmes, plusieurs déjà cassés, étalant des moignons, tous encrassés de poussière, éclaboussés de terre glaise, et ces misérables nudités traînaient ainsi des années leur agonie, sous les yeux de l'artiste qui leur avait donné de son sang, conservé d'abord avec une passion jalouse, malgré le peu de place, tombé ensuite à une horreur grotesque de choses mortes, jusqu'au jour où, prenant un marteau, il les achevait lui-même, les écrasait en plâtras pour en débarrasser son existence. Comme quoi, ça ne concerne pas que la peinture. Le fait de détruire des œuvres parce que, soit parce que t'en as marre d'une œuvre, et là, en l'occurrence, c'est la conservation des œuvres qui est problématique. Surtout tout ce qui est sculpture, que ce soit de la pierre ou de la céramique ou de l'argile, donc c'est-à-dire de la terre qui n'est pas cuite encore, et bien, ce qui est galère, et c'est ce qu'il explique là, c'est que ce sont des nids à poussière et ça pourrit. Enfin, la terre a tendance à pourrir si tu sais pas bien la conserver. Et forcément, c'est compliqué de nettoyer des sculptures. Hein. Quand tu visites parfois des ateliers d'artistes qui se sont transformés en musées, quand tu observes les sculptures dans ces ateliers-là, tu sens de la poussière, attention, je dis pas que les musées font pas gaffe, je dis juste que c'est très compliqué parce qu'à un moment donné, probablement, les œuvres ont été très affectées par la poussière et par des mauvais moyens de conservation. Donc après, les musées, ils font comme ils peuvent pour récupérer le truc. Mais des fois, tu as des musées, t'as des ateliers d'anciens artistes dans des musées où tu dis ouais, tu sens ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais voilà quoi, l'œuvre elle est, la poussière elle est limite, elle est incrustée quoi. C'est galère. Puis c'est un coup de nettoyer, attention, hein. Ça coûte super cher tout ça. Je prends un petit coup d'eau. Ah, tu dis que nous avons 2 heures, reprit Mahoudeau. Eh bien, je vais faire une flambée, ce sera plus prudent.
Alors, en allumant le poêle, il se plaignit d'une voix de colère. Ah, quel chien de métier que cette sculpture! Les derniers des maçons étaient plus heureux. Une figure que l'administration achetait 3000 francs en avait coûté près de 2000. Le modèle, la terre, le marbre ou le bronze, toutes sortes de frais, et cela pour rester emmagasiné dans quelques caves officielles sous le prétexte que la place manquait. Les niches des monuments étaient vides, des socles attendaient dans les jardins publics, n'importe. La place manquait toujours. Pas de travaux possibles chez les particuliers, à peine quelques bustes, une statue bâclée au rabais de loin en loin pour une souscription. Le plus noble des arts, le plus viril, oui, mais l'art dont on crevait le plus sûrement de faim. Ah oui, non mais clairement la sculpture c'est très problématique, ça, comme il nous dit, ça prend beaucoup de place. Et très souvent les artistes vivent des commandes publiques, des concours, ce qu'on appelle aussi les souscriptions, c'est quand notamment tu as quelqu'un d'important, un homme politique, je sais pas, une scientifique, un auteur, enfin en gros voilà, quelqu'un d'important, eh bien on a besoin de faire son monument public, quoi. Pareil, là ça peut être notamment avec la guerre franco-prusse, tu peux avoir des monuments aux morts. Donc dans ces cas-là, tu peux avoir, voilà, dans le cas de souscription, tu peux avoir des commandes publiques, mais c'est vrai que la sculpture, c'est un art qui implique beaucoup, en général pas mal de place, et c'est vrai qu'en plus avec les matériaux, ça peut coûter très très cher, donc c'est vrai qu'effectivement, il y a ce côté rentabilité qui est toujours présent dans la vie de l'artiste, et voilà la conclusion, donc la sculpture c'est bien, mais c'est compliqué d'en vivre. Voilà. Ta machine avance ? Demanda Claude. Sans ce maudit froid, elle serait terminée, répondit-il. Tu vas la voir. Il se releva, après avoir écouté ronfler le poêle. Au milieu de l'atelier, sur une selle faite d'une caisse d'emballage, consolidée de traverses, se dressait une statue que de vieux linges emmaillotaient. Et, gelée fortement, d'une dureté cassante de plis, il la dessinait, comme sous la blancheur d'un linceul. C'était enfin son ancien rêve, irréalisé jusque-là, faute d'argent. Une figure debout, la baigneuse, dont plus de 10 maquettes traînaient chez lui depuis des années. Dans une heure de révolte impatiente, il avait fabriqué lui-même une armature avec des manches à balai, se passant du fer nécessaire, espérant que le bois serait assez solide. De temps à autre, il la secouait pour voir, mais elle n'avait pas encore bougé. « Fichtre, murmura-t-il d'un air de feu, lui ferait du bien. C'est collé sur elle une vraie cuirasse. » Les linges craquaient sous ses doigts, se brisaient en morceaux de glace. Il dut attendre que la chaleur les eût dégelés un peu, et avec 1000 précautions, il la désemmaillotait. La tête d'abord, puis la gorge, puis les hanches, heureux de la revoir intacte, souriant en amant à sa nudité de femme adorée. « Hein, qu'en dis-tu » Claude, qui ne l'avait vue qu'en ébauche, hocha la tête, pour ne pas répondre tout de suite. Décidément, ce bon Mahoudeau trahissait, en arrivait à la grâce malgré lui par les jolies choses qui fleurissaient de ses gros doigts d'ancien tailleur de pierre. Depuis sa vendangeuse colossale, il était allé en rapetissant ses œuvres, sans paraître s'en douter lui-même, lançant toujours le mot féroce de tempérament, mais cédant à la douceur dont se noyaient ses yeux. Les gorges géantes devenaient enfantines, les cuisses s'allongeaient en fuseaux élégants. C'était enfin la nature vraie qui perçait sous le dégonflement de l'ambition. Exagérée encore, sa baigneuse était déjà d'un grand charme, avec son frissonnement des épaules, ses 2 bras serrés qui remontaient les seins, des seins amoureux, pétris dans le désir de la femme, qu'exaspérait sa misère. Et, forcément chaste, il en avait ainsi fait une chair sensuelle qu'il troublait. « Alors ça ne te va pas ?» reprit-il d'un air fâché. « Oh, si, je crois que tu as raison d'adoucir un peu ton affaire puisque tu le sens de la sorte. Et tu auras du succès avec ça. Ouais, c'est évident, ça plaira beaucoup. » Mahoudeau, que des éloges pareils auraient consterné autrefois, sembla ravi. Il expliqua qu'il voulait conquérir le public sans rien lâcher de ses convictions.
Ah, nom d'un chien, ça me soulage que tu sois content, car je l'aurais démolie si tu m'avais dit de la démolir, parole d'honneur. Encore 15 jours de travail, et je vendrai ma peau à qui la voudra pour payer le mouleur. Dis, ça va me faire un fameux salon, peut-être une médaille. Il riait, s'agitait, et s'interrompant. Puisque nous ne sommes pas pressés, assieds-toi donc. J'attends que les linges soient dégelés complètement. Le poil commençait à rougir. Une grosse chaleur se dégageait. Justement, la baigneuse, placée très près, semblait revivre sous le souffle tiède qui lui montait le long de l'échine, des jarrets à la nuque. Et tous les deux, assis maintenant, continuaient à la regarder de face et à causer d'elle, la détaillant, s'arrêtant à chaque partie de son corps. Le sculpteur surtout s'excitait dans sa joie, la caressait de loin d'un geste arrondi. Le ventre en coquille et ce joli pli à la taille qui accusait le renflement de la hanche gauche. À ce moment, Claude, les yeux sur le ventre, crut avoir une hallucination. La baigneuse bougeait. Le ventre avait frémi d'une onde légère. La hanche gauche s'était tendue encore, comme si la jambe droite allait se mettre en marche. Et les petits plans qui filent vers les reins, continuait Mahoudeau sans rien voir. Ah, c'est ce que j'ai soigné là, mon vieux, la peau, c'est du satin. Coucou Tom, comment tu vas ? Coucou rapide. Peu à peu, la statue s'animait tout entière. Les reins roulaient, la gorge se gonflait dans un grand soupir entre les bras desserrés. Et brusquement, la tête s'inclina. Les cuisses fléchirent. Elle tombait d'une chute vivante avec l'angoisse effarée, l'élan de douleur d'une femme qui se jette. Claude comprenait enfin, lorsque Mahoudeau eut un cri terrible. Et là, je vois deux choses. Là, tu as une petite... pour moi, il y a clairement là une citation, une comparaison avec le mythe de Pygmalion. Enfin, je trouve, là, il y a vraiment, vous savez, Pygmalion, ce sculpteur qui a créé une œuvre, une sculpture de femme, et cette femme était tellement belle qu'il en est tombé amoureux, et il a supplié notamment Vénus de la transformer en femme, et Vénus transforma la sculpture de Pygmalion en véritable femme. Et donc comme ça, ils ont pu avoir leur histoire d'amour comme ils le souhaitaient. Donc je vois ça. Et l'autre chose aussi, c'est le problème quand tu infliges des grands changements de température à ta sculpture. Donc là, en plus, c'est de l'argile parce que c'est pas cuit. La sculpture était gelée, donc c'est pour ça qu'il avait mis des linges dessus, des linges qui étaient mouillés, mais avec le froid, ça a gelé, donc déjà, il a galéré à les retirer. Et en mettant le poil hyper fort, l'œuvre, elle se gaufre, quoi, tu vois, en plus, elle est debout, vous vous souvenez, donc plus un objet. Quand vous faites une sculpture, plus l'objet, par exemple, une femme qui tend les bras, les bras, ils peuvent... Voilà, genre Vénus de Milo, tu vois. C'est con, mais c'est ça. Et là, en l'occurrence, en plus, c'est de l'argile, mais ça se gaufre pour un rien, ça tombe. Donc là, en gros, l'œuvre, elle est en train de tomber. Donc c'est ça, ce qu'ils voyaient au début, on avait à la fois le mythe de Pygmalion et les effets de la chaleur sur le ventre qui bougeait. Claude, il dit ça, j'ai une hallucination. Non, ça tombe. Je vais, et toi ? Merci pour le raid, je vais voir le lancement de ce pas. Je t'en prie. Je t'en prie. Donc du coup, la pauvre petite sculpture, donc ça va être le drame. Nom de Dieu, ça casse, elle se fout par terre. Je rigole, mais c'est tragique, tu vois, pour lui. En dégelant, la terre avait rompu le bois trop faible de l'armature. Oui, parce qu'en plus, voilà, parce que ça coûte trop cher, il n'a pas mis de fer à l'intérieur, il a mis du bois, il a mis son manche de balai. Sauf que le bois, avec l'humidité, ça tient pas, en fait, ça se casse la gueule. Le pauvre. Voilà. Il y eut un craquement, on entendit des os se fendre. Et lui, du même geste d'amour dont il s'enfiévrait à la caresser de loin, ouvrit les deux bras, au risque d'être tué sous elle. Oui, parce que c'est lourd, attention. Une seconde, elle oscilla, puis s'abattit, d'un coup, sur la face, coupée aux chevilles, laissant ses pieds collés à la planche. Claude s'était élancé pour le retenir. « Bougre, tu vas te faire écraser !» Mais, tremblant de la voir s'achever sur le sol, Mahoudeau restait les mains tendues. Et elle sembla lui tomber au cou.
Il la reçut dans son étreinte, serra les bras sur cette grande nudité vierge qui s'animait comme sous le premier réveil de la chair. Il y entra, la gorge amoureuse s'aplatir contre son épaule, les cuisses vinrent battre les siennes tandis que la tête détachée roulait par terre. La secousse fut si rude qu'il se trouva emporté, culbuté jusqu'au mur, et sans lâcher ce tronçon de femme, il demeura étourdi, gisant près d'elle. « Ah, bougre !» répétait furieusement Claude, qu'il croyait mort. Péniblement, Mahoudeau s'agenouilla, et il éclata en grands sanglots. Dans sa chute, il s'était seulement meurtri le visage. Du sang coulait d'une de ses joues, se mêlant à ses larmes. « Chienne de misère, va, si ce n'est pas à se ficher à l'eau que de ne pouvoir seulement acheter 2 tringles, et la voilà, et la voilà. » Ses sanglots redoublaient, une lamentation d'agonie, une douleur hurlante d'amant devant le cadavre mutilé de ses tendresses. De ses mains égarées, il en touchait les membres, éparses autour de lui, la tête, le torse, les bras qui s'étaient rompus, mais surtout la gorge défoncée. Ce sein aplati comme opéré d'un mal affreux le suffoquait, le faisait revenir toujours là, sondant la plaie, cherchant la fente par laquelle la vie s'en était allée. Et ses larmes sanglantes ruisselaient, tachaient de rouge les blessures. « Aide-moi donc, bégaya-t-il, on ne peut pas la laisser comme ça. » Enfin, vaut peut-être mieux la laisser comme ça. Hein. Enfin voilà, non mais pour le coup c'est vraiment tragique, c'est beaucoup de temps de perdu, enfin l'œuvre elle est foutue quoi. Et c'est même pas sûr qu'il puisse récupérer la terre. Vu comment elle a les écarts de température, le gel et tout. L'émotion avait gagné Claude, dont les yeux se mouillaient, eux aussi, dans sa fraternité d'artiste. Il s'empressa, mais le sculpteur, après avoir réclamé son aide, voulait être le seul à ramasser ces débris, comme s'il eût craint pour eux la brutalité de tout autre. Lentement, il se traînait à genoux, prenait les morceaux un à un, les couchait, les rapprochait sur une planche. Bientôt la figure fut de nouveau entière, pareille à une de ces suicidés d'amour qui se sont fracassés du haut d'un monument et qu'on recolle, comiques et lamentables, pour les porter à la morgue. Lui, retombé sur le derrière, devant elle, ne la quittait pas du regard, s'oubliait dans une contemplation navrée. Pourtant, ses sanglots se calmaient. Il dit enfin avec un grand soupir « Je la ferai coucher, que veux-tu ? Ah, ma pauvre bonne femme, j'ai eu tant de peine à la mettre debout et je la trouvais si grande. » Mais tout d'un coup, Claude s'inquiéta. Et son mariage ? Il fallut que Mahoudeau changeât de vêtements. Comme il n'avait pas d'autre redingote, il dut se contenter d'un veston. Puis, lorsque la figure fut couverte de linge, ainsi qu'une morte sur laquelle on a tiré le drap, tous deux s'en allèrent en courant. Le poêle ronflait, un dégel emplissait d'eau l'atelier, où les vieux plâtres poussiéreux ruisselaient de boue. Rue de Douai, il n'y avait plus que le petit Jacques, laissé en garde chez la concierge. Christine, lasse d'attendre, venait de partir avec les 3 autres témoins, croyant à un malentendu. Peut-être Claude lui avait-il dit qu'il irait directement là-bas, en compagnie de Mahoudeau. Et ceux-ci se remirent vivement en marche, ne rattrapèrent la jeune femme et les camarades que rue Drouot, devant la mairie. On monta tous ensemble, on fut très mal reçus par l'huissier de service à cause du retard. D'ailleurs, le mariage se trouva bâclé en quelques minutes, dans une salle absolument vide. Le maire ânonnait, les 2 époux dirent le « oui » sacramentel d'une voix brève, tandis que les témoins s'émerveillaient du mauvais goût de la salle. Dehors, Claude reprit le bras de Christine, et ce fut tout. Il faisait bon marché par cette gelée claire. La bande revint tranquillement à pied, gravit la rue des Martyrs pour se rendre au restaurant du boulevard de Clichy. Un petit salon était retenu. Le déjeuner fut très amical et on ne dit pas un mot de la simple formalité qu'on venait de remplir. On parla d'autre chose, tout le temps, comme à une de leurs réunions ordinaires entre camarades. Ce fut ainsi que Christine, très émue au fond, sous son affectation d'indifférence, entendit pendant 3 heures son mari et les témoins s'enfiévrer au sujet de la bonne femme à Mahoudeau.
Depuis que les autres savaient l'histoire, ils en remâchaient les moindres détails. Sandoz trouvait ça d'une allure étonnante. Jory et Gagnière discutaient la solidité des armatures, le premier sensible à la perte d'argent, le second démontrant avec une chaise qu'on aurait pu maintenir la statue. Quant à Mahoudeau, encore ébranlé, envahi d'une stupeur, il se plaignait d'une courbature qu'il n'avait pas sentie d'abord. Tous ses membres s'endolorissaient. Il avait les muscles froissés, la peau meurtrie comme au sortir des bras d'une amante de pierre. Et Christine, lui, lava l'écorchure de sa joue de nouveau saignante, et il semblait que cette statue de femme mutilée s'asseyait à la table avec eux, que c'était elle seule qui emportait ce jour-là, elle seule qui passionnait Claude, dont le récit, répété à 20 reprises, ne tarissait pas sur son émotion devant cette gorge et ces hanches d'argile broyées à ses pieds. Pourtant, au dessert, il y eut une diversion. Gagnière demanda soudain à Jory. « À propos, toi, je t'ai vu avec Mathilde dimanche. »« Oui, rue Dauphine. » Jory, devenu très rouge, tâcha de mentir. Mais son nez remuait, sa bouche se fronçait, il se mit à rire d'un air bête. « Oh, une rencontre. Parole d'honneur, je ne sais pas où elle loge, je vous l'aurais dit. »« Comment, c'est toi qui la caches ?» s'écria Mahoudeau. « Va, tu peux la garder, personne ne te la redemande. » La vérité était que Jory, rompant avec toutes ses habitudes de prudence et d'avarice, cloîtrait maintenant Mathilde dans une petite chambre. Elle le tenait par son vice. Il glissait au ménage avec cette goule, lui qui, pour ne pas payer, vivait autrefois des raccrocs de la rue. « Bah, on prend son plaisir où on le trouve, » dit Sandoz, pleine d'une indulgence philosophique. « C'est bien vrai, » répondit-il simplement en allumant un cigare. On s'attarda. La nuit tombait, quand on reconduisit Mahoudeau qui décidément voulait se mettre au lit. Et en rentrant, Claude et Christine, après avoir repris Jacques chez la concierge, trouvèrent l'atelier tout froid, noyé d'une ombre si épaisse qu'ils tâtonnèrent longtemps avant de pouvoir allumer la lampe. Il fallut aussi rallumer le poêle. 7 heures sonnaient, lorsqu'ils respirèrent enfin à l'aise. Mais ils n'avaient pas faim. Ils achevèrent un reste de bouillie, plutôt pour engager l'enfant à manger sa soupe, et quand ils l'eurent couché, ils s'installèrent sous la lampe ainsi que tous les soirs. Cependant, Christine n'avait pas mis d'ouvrage devant elle, trop remuée pour travailler. Elle restait là, les mains oisives sur la table, regardant Claude qui, lui, s'était tout de suite enfoncé dans un dessin, un coin de son tableau, des ouvriers du port Saint-Nicolas déchargeant du plâtre. Une songerie invincible, des souvenirs des regrets passaient en elle au fond de ses yeux vagues, et peu à peu ce fut une tristesse croissante, une grande douleur muette qui parut l'envahir tout entière au milieu de cette indifférence, de cette solitude sans bornes où elle tombait, si près de lui. Il était bien toujours avec elle, de l'autre côté de la table, mais comme elle le sentait loin, là-bas, devant la pointe de la cité, plus loin encore dans l'infini inaccessible de l'art, si loin maintenant que jamais plus elle ne le rejoindrait. Plusieurs fois, elle avait tenté de causer, sans le décider à répondre. Les heures passaient. Elle s'engourdissait de ne rien faire. Elle finit par tirer son porte-monnaie et par compter son argent. « Tu sais ce que nous avons pour entrer en ménage ?» Claude ne leva même pas la tête. « Nous avons 9 sous. Quelle misère !» Il haussa les épaules et gronda enfin. « Nous serons riches. Laisse donc. » Et le silence recommença. Elle n'essaya même plus de le rompre, contemplant les 9 sous alignés sur la table. Minuit sonnèrent, elle eut un frisson, malade d'attente et de froid. « Couchons-nous, dit, murmura-t-elle, je n'en puis plus. » Il s'enrageait tellement à son travail qu'il n'entendit pas. « Dis, le poêle s'est éteint, nous allons prendre du mal, couchons-nous. » Cette voix suppliante le pénétra, le fit tressaillir d'une brusque exaspération. « Hé, couche-toi si tu veux, tu vois bien que je veux achever quelque chose. » Un instant, elle demeura encore, saisie devant cette colère, la face douloureuse.
Puis, se sentant importune, comprenant que sa seule présence de femme inoccupée le mettait hors de lui, elle quitta la table et alla se coucher, en laissant la porte grande ouverte. Une demi-heure, 3/4 d'heure s'écoulèrent. Aucun bruit, pas même un souffle ne sortait de la chambre. Mais elle ne dormait point, allongée sur le dos, les yeux ouverts dans l'ombre, et elle se risqua timidement à jeter un dernier appel du fond de l'alcôve ténébreuse. « Mon Mimi, je t'attends. De grâce, mon Mimi, viens te coucher. » Un juron seul répondit. Rien ne bougea plus. Elle s'était assoupie peut-être. Dans l'atelier, le froid de glace augmentait. La lampe charbonnée brûlait avec une flamme rouge, tandis que lui, penché sur son dessin, ne paraissait pas avoir conscience de la marche lente des minutes. À 2 heures pourtant, Claude se leva, furieux de ce que la lampe s'éteignait, faute d'huile. Il n'eut que le temps de l'apporter dans la chambre pour ne pas s'y déshabiller à tâtons. Mais son mécontentement grandit encore en apercevant Christine sur le dos, les yeux ouverts. « Comment, tu ne dors pas ?»« Non, je n'ai pas sommeil. »« Ah, je sais, c'est un reproche. Je t'ai dit 20 fois combien ça me contrarie que tu m'attendes. » Et la lampe morte, il s'allongea près d'elle, dans l'obscurité. Elle ne bougeait toujours pas, il bâilla 2 fois, écrasé de fatigue. Tous deux restaient éveillés, mais ils ne trouvaient rien, ils ne se disaient rien. Lui, refroidi, les jambes gourdes, glaçaient les draps. Enfin, au bout de réflexions vagues, comme le sommeil le prenait, il s'écria en sursaut. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'elle ne soit pas abîmée le ventre. Oh, un ventre d'un joli. Qui donc ? Demanda Christine effarée. Mais la bonne femme à Mahoudeau. Elle eut une secousse nerveuse, elle se retourna, enfouit la tête dans l'oreiller, et il fut stupéfait de l'entendre éclater en larmes. « Quoi, tu pleures ?» Elle étouffait, elle sanglotait si fort que le matelas en était secoué. « Voyons, qu'est-ce que tu as ? Je ne t'ai rien dit, ma chérie, voyons. » À mesure qu'il parlait, il devinait à présent la cause de ce gros chagrin. Certes, un jour comme celui-là, il aurait dû se coucher en même temps qu'elle. Mais il était bien innocent, et il n'avait pas seulement songé à ses histoires. Elle le connaissait. Il devenait une vraie brute quand il était au travail. « Voyons, ma chérie, nous ne sommes pas d'hier ensemble. Oui, tu avais arrangé ça dans ta petite tête, tu voulais être la mariée, hein. Voyons, ne pleure plus, tu sais bien que je ne suis pas méchant. » Il l'avait prise, elle s'abandonna. Mais ils eurent beau s'étreindre, la passion était morte. Ils le comprirent quand ils se lâchèrent et qu'ils se retrouvèrent étendus côte à côte, étrangers désormais, avec cette sensation d'un obstacle entre eux, d'un autre corps dont le froid les avait déjà effleurés. Certains jours, dès le début ardent de leur liaison. Jamais plus maintenant, ils ne se pénétreraient. Il y avait là quelque chose d'irréparable, une cassure, un vide qui s'était produit. L'épouse diminuait l'amante. Cette formalité du mariage semblait avoir tué l'amour. Fin du chapitre 8, avec vraiment là très pertinent de la part de Zola d'utiliser cette histoire de la sculpture, donc de cette femme, d'ailleurs qu'on nomme même plus sculpture, on la nomme directement une femme, donc on la transforme en être humain. Vraiment, il y a ce côté... déjà parce que évidemment il y a ce côté anthropomorphe parce que c'est une femme, mais en plus il y a ce côté transformation. Donc on a le mythe de Pygmalion, et ça me faisait penser aussi, pendant que je lisais, à une œuvre, c'était de Mérimée. Comment elle s'appelle c'était l'histoire, j'avais dû l'étudier, je crois que c'était au collège, la Vénus d'Île, voilà. Et la Vénus d'Île, c'est complètement ça. C'est de l'autre... donc, tu as le mythe de Pygmalion, où c'est le sculpteur qui tombe amoureux de son œuvre, comme on a avec Mahoudeau, où il y a vraiment ce besoin cette sorte de métamorphose, finalement, de la sculpture en être humain. Et tu as l'autre versant de l'histoire, donc notamment Mérimée, qui va rédiger une histoire autour d'une sculpture, donc une Vénus, qui, si je me souviens bien, c'est une sculpture en fait qui tombe amoureuse
du narrateur, et ce qui va d'ailleurs causer sa perte. Hein. Voilà, donc je ne sais pas si vous la connaissez, cette histoire. Je constate à chaque fois à quel point mon cerveau a bien effacé tous les souvenirs de ce livre-là, j'imagine. Où tu parles de la Vénus d'île. Yes, ouais, ok. Et ça, vraiment, il y a ce... là, ce que Zola est en train d'amorcer, parce que moi, je connais la fin, hein, qui était ponctuel, tu vois, comme cette sorte de fusil de Tchekhov hein, que tu as dans certains films, cette présence de la femme œuvre, enfin de l'œuvre en fait qui représente une femme, mais qui va supplanter l'être humain en fait, qui va supplanter, dans notre cas c'est Christine en fait. Christine va se faire mais complètement effacer par toutes les œuvres féminines parce qu'il y a énormément de projections et de fantasmes de la part des artistes, qu'il s'agisse du héros Claude en tant que peintre ou Mahoudo en tant que sculpteur, enfin, on sent qu'il y a un truc, on sent qu'ils ont besoin de créer des idéaux féminins et qui toujours en train de brouiller cette frontière. Est-ce qu'ils sont amoureux de ces œuvres-là? Et forcément, Christine devient jalouse. Enfin, il y a une obsession de la part de ces créateurs avec ces femmes qui, en plus, en général, sont nues, parce que le nu, ça fait vendre. Hein, voilà. Sauf dans le cas où on est un artiste qui représente une femme nue, mais qui ne correspond pas aux attentes de l'époque. Donc en gros, dans cette œuvre-là, par exemple, voilà, elle. Voilà. Donc cette femme ne correspond pas du tout aux normes académiques de l'époque, parce que c'est pas une Vénus, quoi. Enfin, clairement, c'est pas... Voilà. Et tu sens, voilà, Zola réinjecte au fur et à mesure des petites piqûres de rappel. Regarde la menace de la femme en tant qu'œuvre qui va détruire Christine, en fait, sans... Alors que c'est pas que c'est inconscient, mais c'est hallucinant de se dire qu'une œuvre va détruire cette femme. Enfin, voilà, on sent ça poindre derrière. Mais ça, on verra la suite. Et ce ne sera pas le seul drame, évidemment, que l'on va avoir dans ce roman. Donc beaucoup de drames, mais ça c'est la signature de Zola. Hein. Donc il est rare d'avoir un roman de Zola qui finisse bien. Mais en tout cas, on fait la prochaine fois le chapitre 9. Et je te dis à très 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 bientôt, YouTube.